Dans une église française baignée de lumière dorée, elle avance vers l'autel au bras de son père, sans voir que les sourires dissimulent le mépris. Une larme, un vieux mouchoir, une remarque cruelle, et l'homme qui a tout sacrifié pour elle est humilié devant tous, tandis que personne n'imagine la vérité qui va faire s'effondrer leur monde. Dans la petite ville de Montclair, nichée au cœur de la vallée de la Loire, vivaient deux jeunes femmes inséparables depuis l'enfance, Camille Rousseau et Élodie Mercier. Leur amitié était légendaire dans le village. Elles avaient grandi ensemble, partageant tout, des jeux dans la cour de l'école primaire, aux longues promenades le long de la rivière Cher, jusqu'à leurs années d'université à Tours, où elles étudiaient côte à côte. Beaucoup les prenaient pour des sœurs, tant leur complicité était évidente. Camille, avec ses cheveux châtains et son sourire doux, était la voix de la raison. Élodie, aux boucles rousses et au tempérament de feu, était l'impulsive du duo. Avant de plonger dans cette histoire bouleversante de sacrifice, de trahison et de rédemption, n'oubliez pas de laisser un like si vous êtes déjà touché et de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. Votre soutien est essentiel pour nous permettre de partager ces récits qui marquent les cœurs. Une fois diplômées, elles étaient revenues à Montclair, pleines d'espoir et d'ambition. Mais la réalité les avait frappées de plein fouet. Malgré leurs efforts acharnés, aucun emploi ne se présentait dans cette petite ville où les opportunités étaient rares. Élodie, de nature impatiente et orgueilleuse, se plaignait sans cesse. « Camille, je n'en peux plus. On a étudié toutes ces années, pourquoi? Pour finir coincé ici, dans ce village sans avenir ?» Sa voix tremblait de frustration, ses yeux brillaient d'une colère sourde. Camille, elle, gardait toujours son calme et son sourire apaisant. Elle croyait profondément que les choses s'arrangeraient avec le temps, que la patience était une vertu. « Patience, Élodie. Dieu n'oublie jamais personne. Notre moment viendra. » Mais Élodie n'avait plus la force d'attendre. Rongée par l'amertume et l'impatience, elle finit par disparaître du village du jour au lendemain, sans prévenir personne, pas même Camille, son amie de toujours. Les jours devinrent des semaines, puis des mois. Camille, inquiète, balayait chaque soir la cour de sa petite maison en pierre, espérant voir revenir son ami. Mais rien. Le silence de cette absence pesait comme une pierre sur son cœur. Elle se demandait sans cesse où Élodie avait bien pu aller, ce qu'elle faisait si elle allait bien. Les nuits étaient longues, remplies d'inquiétudes et de prières silencieuses. Un soir d'automne, alors que Camille balayait tranquillement le sol de sa petite maison, une silhouette apparut à l'entrée du portail. Elle se figea, son cœur battant à tout rompre. Élodie était revenue, mais ce n'était plus la même femme. Son visage, autrefois éclatant, avait perdu sa lumière. Ses traits étaient tirés, ses yeux fatigués et rougis. Pire encore, son ventre arrondi montrait qu'elle était sur le point d'accoucher. Camille laissa tomber son balai et courut vers elle, les larmes aux yeux. « Élodie, mon Dieu, où étais-tu passée? Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Élodie s'effondra dans ses bras, la voix brisée par les sanglots. « Je suis désolée, Camille. Pardonne-moi. » Camille l'installa avec douceur dans la maison, lui promettant qu'elle parlerait le lendemain. Mais au petit matin, des cris terribles résonnèrent dans la maison. Élodie était en plein travail. Paniquée, Camille courut chercher Madame Morel, la vieille sage-femme du village. « Qui ose troubler mon repos à 7 heures du matin ?» grogna-t-elle en ouvrant la porte. « Mon ami va accoucher. Je vous en prie, venez vite !» supplia Camille. Arrivée en hâte, Madame Morel découvrit qu'Élodie venait de mettre au monde des jumeaux, un garçon et une fille. Mais au lieu de la joie, c'était la détresse qui régnait. Élodie, épuisée, sentait ses forces l'abandonner. Elle prit la main de Camille, ses yeux brillants d'une peur immense. « Camille, je n'ai plus beaucoup de temps. Promets-moi que tu prendras soin de mes enfants comme s'ils étaient les tiens. Toi seul, je peux te confier ce que j'ai de plus précieux. » Le cœur de Camille se brisa. Elle secoua la tête, refusant d'entendre ces mots. « Non, ne dis pas ça, tu vas vivre !» Mais Élodie insista, un faible sourire aux lèvres. « Jure-le-moi, s'il te plaît. » Les larmes
inondèrent le visage de Camille. Elle serra la main de son amie de toutes ses forces. « Je te le promets, Élodie, je veillerai sur eux, toujours. » Dans un dernier souffle, Élodie ferma les yeux, laissant Camille seule, avec 2 nouveau-nés dans les bras et un serment gravé dans son cœur. Les funérailles d'Élodie furent simples et sobres, organisées dans la petite église de Montclair. Le ciel était gris, comme si la nature elle-même pleurait la perte de cette jeune femme. Camille, tenant l'un des nouveau-nés dans ses bras, se tenait près du cercueil, le cœur lourd. Elle avait espéré que la famille d'Élodie viendrait apporter un soutien, peut-être même prendre en charge les jumeaux. Mais quand monsieur et madame Carrel, les parents d'Élodie, arrivèrent, leur visage resta dur et impassible. Ils se tinrent à l'écart, comme des étrangers venus par devoir, sans une larme, sans un mot de réconfort. Monsieur Carrel, un homme au visage sévère et aux cheveux grisonnants, cracha presque son mépris. Une mouche têtue suit toujours le cadavre jusqu'à la tombe. Regardez comment Élodie a fini. Ces mots résonnèrent dans l'église silencieuse, glaciale et cruelle. Camille, tenant l'un des nouveau-nés serré contre elle, sentit la colère et la douleur remonter. Elle tenta de raisonner, la voix tremblante mais ferme. « Ce sont vos petits-enfants. Ils ont besoin d'un nom, d'un foyer. » Autour d'eux, certains villageois détournèrent le regard. D'autres soufflaient un soupir gêné. Personne n'osa intervenir. Camille serra l'enfant contre sa poitrine, la colère se mêlant aux larmes. Elle regarda les Carrel s'éloigner sans un regard en arrière, abandonnant leurs propres petits-enfants comme on abandonne des déchets. Dans son cœur germait déjà la promesse de protéger ses petits, quoi qu'il arrive. Elle les nomma Mathis et Anaïs, 2 prénoms qu'elle trouvait beaux et porteurs d'espoir. Mathis avec ses petits yeux noirs et Anaïs avec ses boucles rousses héritées de sa mère devinrent son monde. Pendant quelques jours, malgré la douleur de la perte d'Élodie, Camille trouva la force de s'occuper des jumeaux. Elle les nourrissait, les berçait, leur chantait des berceuses. Chaque nuit, elle les serrait contre son cœur pour combler leur manque de mère. Mais bientôt, un autre obstacle se dressa devant elle. Julien Dubois, son fiancé, venait de rentrer d'un voyage d'affaires à Paris. Camille redoutait sa réaction. Pourtant, lorsqu'elle lui raconta l'histoire et la promesse faite à Élodie, il la rassura d'abord. « Ne t'inquiète pas, Camille, nous élèverons ces enfants ensemble. Je serai là pour toi. » Un immense soulagement envahit son cœur. Mais ce réconfort fut de courte durée. Quelques semaines plus tard, Julien changea d'attitude. Les regards du village, les rumeurs malveillantes l'avaient atteint. Les hommes du café le taquinaient, insinuant qu'il élevait les enfants d'un autre. Une nuit, il éclata, frappant du poing sur la table. « Ça suffit, Camille, tout le monde se moque de moi à cause de ces enfants. On me traite d'homme faible, tu dois les confier à un orphelinat. » Camille sentit le sol se dérober sous ses pieds. Les larmes jaillirent. « Mais Julien, ce sont comme mes propres enfants. J'ai juré à Élodie de les protéger. Comment pourrais-je les abandonner ?» Julien frappa à nouveau du poing sur la table, la voix dure et implacable. « C'est moi qui décide ici. Soit tu te débarrasses d'eux, soit tu quittes ma maison immédiatement. » Le cœur brisé mais la tête haute, Camille prit ses 2 nourrissons. Elle attacha Anaïs sur son dos avec un tissu et porta Mathis dans ses bras. Sous les regards indifférents des voisins, elle s'éloigna du village, seule, rejetée, mais déterminée à honorer sa promesse, coûte que coûte. Les rues de Montclair, autrefois si familières, lui semblaient soudain hostiles. Chaque pas était une douleur, mais elle avançait, portée par l'amour et la détermination. La nuit tombait quand Camille arriva enfin aux abords de Clerval, une grande ville bruyante à quelques kilomètres de Montclair. Fatiguée, trempée par une pluie battante, elle chercha désespérément un abri. Ses pas la guidèrent vers un vieux kiosque abandonné, délabré mais assez solide pour protéger les jumeaux de la pluie. Elle étendit un morceau de tissu sur le sol humide, posa doucement Mathis et Anaïs, puis s'assit contre le mur, le cœur serré. Les bébés dormaient, inconscients de la précarité de leur situation. Camille, elle, ne dormit pas. Elle veillait, les yeux fixés sur leur petit visage, se demandant comment elle allait survivre. Au petit matin, les pleurs des enfants affamés la réveillèrent.
Sans argent, elle se précipita au marché voisin. Tout ce qu'elle possédait était une petite pièce, suffisante seulement pour un bol de bouillie. Elle divisa la nourriture entre les deux bébés, sous le regard curieux et parfois moqueur des passants. Certains la dévisageaient avec pitié, d'autres avec mépris. Une femme murmura à son voisin « Encore une fille-mère qui n'a pas su se tenir ». Camille baissa les yeux, serrant les bébés contre elle, ignorant les jugements. Plus tard, elle se rendit chez Rachel Moreau, une ancienne connaissance d'Élodie, qui vivait dans une belle maison au centre-ville de Clerval. Camille espérait trouver un peu d'aide, peut-être un toit temporaire. Mais elle fut glacée par les propos de la jeune femme. « Tu sais, Camille, tu pourrais faire fortune avec ces enfants. J'ai un contact, des gens prêts à payer des millions pour en adopter. Tu as 2 bébés, c'est une chance unique. » Le sang de Camille se glaça, ses yeux se remplirent de larmes mêlées de colère. « Comment peux-tu me dire ça? Ce sont mes enfants maintenant. Jamais je ne les vendrai. » Sans un mot de plus, elle quitta la maison, le cœur lourd, mais plus déterminée que jamais. À midi, épuisée, elle tenta de vendre son vieux téléphone dans une petite boutique. Le commerçant, voyant son désespoir, lui donna une modeste somme. Avec cet argent, elle acheta du lait, de l'eau et quelques couches. Il lui restait juste assez pour recommencer à zéro. Dès le lendemain, Camille acheta un petit panier de tomates au marché. Elle s'installa dans un coin, un bébé attaché sur le dos, l'autre contre sa poitrine, et commença à vendre. Sa voix s'élevait entre les cris des vendeurs, suppliant les clients d'acheter. « Tomates fraîches, tomates du jour !» Jour après jour, elle revint, malgré la fatigue et la chaleur écrasante. Très vite, tout le monde la connaissait. La femme aux jumeaux. Certains la regardaient avec pitié, d'autres avec mépris. « Voilà ce qui arrive aux filles faciles », ricana un vendeur de fruits. Mais Camille gardait la tête haute. Chaque pièce gagnée était une victoire. Chaque sourire de Mathis et Anaïs lui rappelait pourquoi elle se battait. Un après-midi brûlant, alors que Camille vendait ses tomates, une dispute éclata près de son étal. Un chauffeur de taxi criait sur un vieil homme aux cheveux blancs. « Rends-moi mon argent, vieux radin. Si tu ne peux pas payer, ne prends pas mes services. » Le vieil homme tremblant suppliait « Je t'en prie, je me suis fait voler mon porte-monnaie. Attends que j'appelle mon fils. » Le chauffeur l'arracha avec mépris. Puis, par vengeance, renversa son plateau de tomates par terre avant de s'éloigner. Camille tomba à genoux, essayant de sauver les quelques tomates encore intactes. Les larmes brouillaient sa vue. Le vieil homme, bouleversé, l'aida de ses mains tremblantes. « Je suis tellement désolé pour vos tomates. »« Ce n'est rien. Je trouverai un moyen, » souffla-t-elle, résignée. Il lui demanda doucement où elle vivait. Quand Camille lui parla de son abri humide et dangereux, il resta figé. « Venez chez moi ce soir, j'habite à 2 pas d'ici. Vous et vos enfants serez plus en sécurité. » Les jumeaux, affamés, se régalèrent d'un simple plat de pommes de terre. « Vous êtes une femme courageuse, Camille. Si vous le souhaitez, vous pouvez rester ici. Je vis seule et votre présence me ferait du bien. » Les yeux de Camille s'embuèrent. Elle murmura un merci presque étouffé par l'émotion. À partir de ce jour, M. Lambert devint bien plus qu'un bienfaiteur. Il devint le grand-père de cœur de Mathis et Anaïs. Les années passèrent à Clerval, et sous le toit modeste de M. Lambert, Camille et les jumeaux retrouvèrent une stabilité qu'ils n'avaient jamais connue. Grâce au petit capital offert par le vieil homme, Camille avait abandonné la vente de tomates pour un stand plus rentable, des beignets croustillants qui attiraient chaque jour des clients fidèles. L'odeur sucrée de ces beignets embaumait le marché, et les gens venaient de loin pour goûter ses créations. Pendant ce temps, Mathis et Anaïs grandissaient. Ils étaient devenus 2 adolescents beaux, joyeux et surtout dotés d'un talent rare. Leur voix pure et mélodieuse captivait tous ceux qui les entendaient. Chaque après-midi, après l'école, ils aidaient leur mère au marché. Mais ce qui attirait les clients, ce n'était pas seulement les beignets, c'était leur chant. Main dans la main, ils entonnaient des mélodies qui résonnaient comme un baume dans le tumulte de la ville. Les passants s'arrêtaient, sortaient quelques pièces et repartaient le sourire aux lèvres. Leur répertoire était varié. Des chansons françaises classiques de Charles Aznavour et Édith Piaf,
mais aussi des mélodies contemporaines qu'ils adaptaient avec leur propre style. Les voisins ne cessaient de féliciter Camille. « Quelle chance tu as d'avoir des enfants si merveilleux !» Elle se contentait de sourire, mais au fond d'elle, elle savait que ce n'était pas la chance. C'était l'amour et la promesse faite à Élodie qui avaient forgé cette force. Mathis, avec ses yeux noirs pétillants et son sourire charmeur, était le protecteur d'Anaïs. Anaïs, avec ses boucles rousses héritées de sa mère, était la voix la plus douce du duo. Ensemble, ils formaient un tandem parfait, une harmonie qui touchait les cœurs. Un soir d'été, alors qu'ils se préparaient pour la prière du soir, une voiture noire et élégante s'arrêta devant leur maison. Une femme en tailleur chic descendit, ses talons claquant sur le pavé. Ses yeux pétillaient d'excitation. « Bonsoir, êtes-vous la maman de Mathis et Anaïs ?» demanda-t-elle avec un sourire professionnel. « Oui, pourquoi ?» répondit Camille, méfiante. « Je m'appelle Clara Fontaine. Je suis manageuse de talent à Paris. Quelqu'un a publié une vidéo de vos enfants en train de chanter au marché. Elle est devenue virale. Plus de 5 millions de vues en quelques jours sur TikTok et des milliers de likes. » Cette nuit-là, Camille ne dormit pas. Son cœur de mère se débattait entre la peur et l'espoir. Laisser partir ses enfants si loin d'elle était une douleur inimaginable. Mais refuser aurait été étouffer leur avenir. Au petit matin, en voyant les étoiles briller dans les yeux de Mathis et Anaïs, elle comprit. Sa promesse à Élodie ne s'arrêtait pas seulement à les protéger, mais aussi à leur offrir un futur. Elle prit une grande inspiration et murmura « Allez mes enfants, volez, montrez au monde qui vous êtes ». Mathis et Anaïs la serrèrent dans leurs bras, les larmes aux yeux. « Merci maman, on ne t'oubliera jamais ». Monsieur Lambert, ému, posa sa main sur l'épaule de Camille. « Tu as fait le bon choix, ils reviendront et ils seront fiers de toi ». Quand la voiture s'éloigna avec ses enfants, elle eut l'impression qu'on lui arrachait une partie d'elle-même. Les premiers mois, elle recevait régulièrement leurs appels. Chaque fois qu'elle entendait leur voix, son cœur se réchauffait. « Maman, tout va bien, on chante, on apprend tellement de choses », disait-il avec enthousiasme. Camille les écoutait, le sourire aux lèvres, priant chaque soir pour leur réussite. Ces conversations étaient son seul réconfort. Mais peu à peu, les appels se firent plus rares. Un jour, alors qu'elle attendait leur coup de fil hebdomadaire, son téléphone sonna. Le cœur battant, elle décrocha aussitôt. « Allô, mon fils ?» Mais la voix s'éteignit dans un grésillement. Puis plus rien. Le réseau avait coupé. Elle rappela encore et encore, en vain. Les jours suivants, elle tenta à nouveau, mais à chaque fois, la ligne sonnait dans le vide ou tombait directement sur une boîte vocale inaccessible. Le silence devint insupportable. Elle s'accrochait à son téléphone comme à une bouée, priant pour qu'il sonne, mais il resta muet. C'est à ce moment-là que la vie frappa plus fort encore. Monsieur Lambert tomba gravement malade. Camille fit tout ce qu'elle put pour le soigner, veillant sur lui jour et nuit, lui préparant des tisanes, lui tenant la main. Mais malgré ses efforts, il s'éteignit une nuit paisible, laissant derrière lui un grand vide. Camille pleura toutes les larmes de son corps. Monsieur Lambert avait été bien plus qu'un bienfaiteur. Il avait été un père, un grand-père, un ami. Sa mort laissait un trou béant dans son cœur. Le lendemain des funérailles, son fils Victor Lambert revint de Lyon, où il vivait depuis des années. Sans le moindre respect, il réclama la maison et le stand du marché. « Maintenant que mon père est mort, tout ça m'appartient. Toi, tu dégages. » Camille tenta de le supplier, expliquant qu'elle n'avait plus personne et que ses enfants avaient grandi là. Mais son regard était dur, sans compassion. Il s'approcha d'un ton menaçant et méprisant. « Tu es belle, Camille. Il y aurait peut-être un autre moyen pour que tu restes. » Elle recula, révoltée, serrant ses affaires contre elle. « Jamais !» cria-t-elle avec fermeté. Victor éclata d'un rire amer. « Alors sors d'ici et ne reviens plus jamais. » Une autre ajouta en éclatant de rire. « Tu faisais la mère parfaite, toujours avec tes beaux discours. Et maintenant, où sont tes enfants parfaits ?» Ses yeux s'embuèrent encore plus, mais elle ne répondit pas. Chaque mot résonnait comme un coup de poignard dans son cœur déjà brisé.
Elle savait qu'elle n'avait plus rien, sauf la force de continuer à avancer. Chassée comme une étrangère, Camille erra dans les rues de Clerval, sans abri, sans ressources, sans nouvelles de ses enfants. Finalement, elle trouva refuge sur le perron d'une vieille église en pierre, l'église Saint-Martin. Chaque nuit, elle s'asseyait contre la porte fermée, ses maigres affaires serrées contre elle, priant Dieu dans le silence de ses larmes. « Seigneur, protège mes enfants. Je peux supporter ma douleur, mais pas l'idée qu'il leur arrive malheur. » Les semaines devinrent des mois. Camille vivait de la charité, parfois d'un morceau de pain donné par les fidèles devant l'église. Le froid, l'humidité et la fatigue finirent par avoir raison de ses forces. Un matin glacial de janvier, une jeune bénévole nommée Lily Durand tenta de la réveiller pour la 3e fois. Mais Camille ne bougeait plus. Elle avait sombré dans l'inconscience, victime d'une hypothermie sévère. Transportée à l'hôpital de Clerval, elle resta dans le coma. Ses chances de survie étaient minces et personne ne semblait pouvoir régler les frais médicaux. Le monde avait oublié Camille, sauf Dieu et peut-être quelque part 2 enfants devenus grands. Les médecins firent ce qu'ils purent, mais sans famille, sans ressources. Camille était dans une situation désespérée. Lily, la bénévole, venait la voir chaque jour, lui tenant la main, priant pour elle. « Tenez bon, Madame Rousseau, vos enfants ont besoin de vous. » Mais Camille ne l'entendait pas. Elle était plongée dans un sommeil profond, entre la vie et la mort. Les jours passaient et l'espoir s'amenuisait. Les infirmières murmuraient entre elles « Pauvre femme, elle n'a personne. » Mais Lily refusait d'abandonner. Elle lança un appel sur les réseaux sociaux, racontant l'histoire de Camille, espérant un miracle. Les années avaient passé. Mathis et Anaïs, les jumeaux prodiges, étaient devenus des stars mondiales. Leurs noms résonnaient dans les plus grandes salles de concert, de l'Olympia à Paris au Madison Square Garden à New York. Leurs chansons faisaient vibrer des millions de fans à travers le monde. Leur dernier album, Lumière d'étoiles, était numéro 1 dans 15 pays. Mais malgré la gloire et la richesse, un vide demeurait dans leur cœur, celui de leur mère de cœur, Camille, qu'ils n'avaient pas revue depuis longtemps. Les appels s'étaient interrompus et malgré leurs efforts pour la retrouver, ils n'avaient eu aucune nouvelle. Un jour, alors qu'ils étaient en tournée à Lyon, Clara Fontaine, leur manageuse, entra dans leur loge, le visage grave. « Mathis, Anaïs, j'ai quelque chose à vous montrer. » Elle leur tendit son téléphone. Sur l'écran, une vidéo virale montrait une femme à l'hôpital, inconsciente. Le titre disait « Aider Camille Rousseau, la mère courageuse qui a tout sacrifié ». Mathis et Anaïs reconnurent immédiatement leur mère. Leurs cœurs se brisèrent. « Maman !» cria Anaïs, les larmes aux yeux. « Il faut y aller maintenant », ordonna Mathis. Le jour de leur retour à Clerval, ils descendirent de leur voiture de luxe au milieu d'une foule de curieux. En avançant dans le quartier où ils avaient grandi, ils croisèrent un groupe de voisines assises devant une boutique. En les voyant, ces dernières éclatèrent de rire et commencèrent à parler à voix haute, comme pour être sûres d'être entendues. « Regardez-les, les grands artistes. Si seulement ils savaient dans quel état se trouve leur mère. » Et oui, la pauvre Camille, jetée dehors comme une malpropre, malade, et aujourd'hui à l'hôpital, pendant que ses enfants de fortune se pavanent à l'étranger. Allez donc voir à l'hôpital central, vous y trouverez votre chère maman adoptive. Mais peut-être est-il déjà trop tard. Sans attendre, les jumeaux foncèrent vers leur voiture. Le cœur battant, ils arrivèrent à l'hôpital et coururent jusqu'à la chambre indiquée. Là, ils découvrirent Camille, fragile, allongée sur un lit, respirant avec difficulté. En les voyant entrer, ses yeux s'illuminèrent malgré la douleur. Les jumeaux se précipitèrent à son chevet. « Maman, pardonne-nous. Nous n'étions pas là quand tu avais le plus besoin de nous, » sanglota Anaïs en lui prenant la main. « Mais désormais, c'est fini. Nous serons toujours à tes côtés, » ajouta Mathis d'une voix ferme. Grâce à leur fortune, ils payèrent immédiatement les frais médicaux. Les meilleurs spécialistes furent appelés et en quelques jours, Camille retrouva des forces.
Quelques jours après sa sortie de l'hôpital, Mathis prit la main de sa mère et la guida, aux côtés de sa sœur, vers un quartier chic de Clerval. Ils s'arrêtèrent devant un immense portail noir qui s'ouvrit lentement sur un manoir flambant neuf. Camille, surprise, s'arrêta net. « Mes enfants, que faisons-nous ici ?» demanda-t-elle, troublée. Anaïs sourit tendrement. « C'est chez nous, maman. » Camille secoua la tête, encore sous le choc, en découvrant le vaste jardin et l'architecture majestueuse. « Mais c'est trop pour moi !» balbutia-t-elle, les yeux humides. « Ce n'est rien comparé à ce que tu as fait pour nous !» répondit Mathis en l'embrassant sur le front. « Attends, ce n'est pas tout. » Il monta rapidement à l'étage et revint quelques instants plus tard avec une grande enveloppe. Il la tendit à sa mère. Camille l'ouvrit de ses mains tremblantes et découvrit des documents officiels. « Qu'est-ce que... » murmura-t-elle en parcourant les papiers. Anaïs, émue, prit la parole. « Nous t'offrons cette maison, maman, et 3 autres manoirs qui sont encore en construction dans d'autres villes. Toutes ces voitures aussi, elles sont à toi. C'est trop. » Mathis et Anaïs s'agenouillèrent à ses côtés et prirent ses mains. « Tu as été une bonne mère. Tu nous as sauvés quand tout le monde nous rejetait. Rien ne pourra jamais égaler ce que tu as fait pour nous. » Dans les jours qui suivirent, ils lui offrirent encore plus. Ils rachetèrent l'appartement de Victor Lambert, l'homme qui les avait chassés, et obligèrent ce dernier à encaisser leur argent malgré sa honte. Quand Camille retourna chercher ses affaires dans l'ancien appartement de Monsieur Lambert, ses anciens voisins restèrent pétrifiés. Ceux qui l'avaient humiliée autrefois la regardaient maintenant descendre d'une voiture luxueuse, une Mercedes-Benz noire aux vitres teintées. Certains baissèrent les yeux, d'autres murmurèrent entre eux, mais aucun n'osa l'approcher. Victor Lambert, lui, était livide. Il avait perdu non seulement la maison, mais aussi sa dignité. Mathis, en lui tendant les clés, lui dit d'un ton glacial « Vous avez chassé ma mère. Maintenant, c'est vous qui partez. » Victor ne répondit rien, trop honteux pour affronter leurs regards. Enfin, accompagné de Mathis et Anaïs, Camille se rendit sur la tombe d'Élodie au cimetière de Montclair. Elle y déposa une gerbe de fleurs fraîches, des roses blanches et des lys, les préférées d'Élodie. Les larmes aux yeux, elle murmura « J'aurais aimé que tu sois là pour voir les anges que tu m'as confiés. » Une larme coula sur sa joue, mais elle l'essuya. « J'espère que tu es heureuse là où tu es. Je te promets que je veillerai toujours sur eux. » Mathis et Anaïs, debout derrière elle, posèrent leurs mains sur ses épaules, unies dans le souvenir de celle qui avait tout changé. Et à cet instant même, son téléphone vibra. L'écran afficha un numéro inconnu. Elle hésita, puis décrocha. « Comment vas-tu, Camille ?» Elle se figea. Cette voix, même après toutes ces années, elle l'a reconnue aussitôt. C'était Madame Carrel, la mère d'Élodie. « Nous devons parler de mes petits-enfants », poursuivit la voix froide. Camille sentit une boule lui nouer la gorge. Elle s'éloigna de quelques pas et répondit, la voix tremblante de colère. « Vos petits-enfants, vous osez prononcer ces mots? Vous avez oublié, Madame Carrel? Vous et votre mari les avez traités de bâtards. Vous les avez rejetés. Vous m'avez laissé seul avec eux. Et aujourd'hui, parce que Dieu les a bénis, vous voulez profiter de leur succès. » Elle savait qu'un jour, cette confrontation arriverait, et maintenant c'était fait. Mais à peine eut-elle reposé son téléphone qu'une voix douce l'interpella. « Maman, est-ce vrai ?» Elle s'approcha, leur prit les mains et murmura « Rentrons à la maison, je vous dirai toute la vérité. » Une fois à la maison, Anaïs secoua doucement la tête en disant « Inutile de cacher la vérité, maman. Nous savons déjà que tu n'es pas notre mère biologique. » La culpabilité envahit le visage de Camille. Les larmes montèrent à ses yeux. « Je suis tellement désolé de vous l'avoir caché. J'avais peur de vous perdre. Je comprendrai si vous êtes en colère ou si vous voulez connaître vos parents de sang. » Mais Anaïs serra ses mains avec force. « Maman, arrête, tu es notre seule mère. Quand tout le monde nous a rejetés, toi, tu es resté. Toi et grand-père Lambert, vous êtes nos vrais parents. Peu importe le sang. Personne d'autre ne pourra jamais prendre ta place. » Les larmes coulèrent librement sur le visage de Camille. Elle les serra dans ses bras, tremblante. « Je vous aime tellement. »« Nous aussi, maman, » répondirent-ils à l'unisson.
Dans cette étreinte, toutes les blessures du passé semblèrent se refermer. Après tant de souffrances et d'épreuves, leur histoire trouvait enfin un dénouement rempli d'amour et de vérité. Camille savait que les Carrel tenteraient peut-être de revenir, mais elle était prête. Elle avait Mathis et Anaïs à ses côtés, et ensemble, ils étaient invincibles. Les semaines qui suivirent furent marquées par une tension palpable. Madame Carrel, déterminée à récupérer ses petits-enfants, engagea un avocat réputé de Paris, maître Benoît Dufresne, connu pour sa férocité dans les affaires familiales. Il envoya une lettre recommandée à Camille, réclamant un test ADN et menaçant d'une action en justice pour obtenir la garde de Mathis et Anaïs. Camille, tremblante, lut la lettre dans le salon de son nouveau manoir. Mathis et Anaïs, assis à ses côtés, la réconfortèrent. « Maman, ne t'inquiète pas, nous ne les laisserons jamais nous séparer de toi. » Camille sentit Tunwad s'alléger de ses épaules. Elle n'était plus seule. Le procès eut lieu au tribunal de grande instance de Clerval, un bâtiment imposant au cœur de la ville. La salle d'audience était bondée, remplie de journalistes, de curieux et de soutiens de Camille. Madame et Monsieur Carrel, vêtus de costumes élégants, affichaient un air hautain. Maître Dufresne, leur avocat, ouvrit les débats avec une plaidoirie agressive. Mes clients sont les grands-parents biologiques de Mathis et Anaïs. Ils ont le droit de connaître leurs petits-enfants. Madame Rousseau, bien qu'elle ait élevé ses enfants, n'a aucun lien de sang avec eux. Elle n'est qu'une étrangère. Elle est leur mère, celle qui les a nourris, protégés, aimés, quand leurs propres grands-parents les ont rejetés. Mathis et Anaïs furent appelés à la barre. Mathis parla en premier, sa voix claire et ferme. Madame Carrel et Monsieur Carrel ne sont pas nos grands-parents. Ils nous ont traités de bâtards, ils nous ont abandonnés. Camille Rousseau est notre mère et nous ne voulons rien avoir à faire avec les Carrel. Elle a vécu dans la rue, elle a souffert, mais elle ne nous a jamais abandonnés. Les Carrel veulent profiter de notre succès, mais ils ne nous aiment pas. Le juge, un homme d'âge mûr au regard sage, écouta attentivement. Il posa quelques questions aux Carrel qui tentèrent de justifier leur rejet initial par la honte et les circonstances. Mais leurs arguments sonnaient creux. Finalement, le juge rendit son verdict. Après avoir entendu les témoignages et examiné les preuves, je conclus que Madame Camille Rousseau a agi en tant que mère de fait de Mathis et Anaïs depuis leur naissance. Les Carrel, bien que grands-parents biologiques, ont volontairement abandonné ces enfants. Mathis et Anaïs, étant majeurs, ont le droit de choisir leur famille. Je rejette la demande des Carrel. Camille, Mathis et Anaïs se serrèrent dans les bras, les larmes de joie coulant sur leurs visages. Les Carrel, humiliés, quittèrent la salle sans un mot. Maître Moreau sourit, satisfaite. Justice a été rendue. Camille, le cœur léger, murmura « Merci, mon Dieu ». La bataille juridique était terminée et Camille avait gagné. Mais plus importante encore, elle avait prouvé que l'amour et le sacrifice étaient plus forts que le sang. Après la victoire au tribunal, Camille, Mathis et Anaïs décidèrent de transformer leur histoire en quelque chose de positif. Ils créèrent la fondation Élodie, en hommage à la mère biologique des jumeaux. L'objectif de la fondation était d'aider les mères célibataires en difficulté, les enfants abandonnés, et de promouvoir l'adoption et le soutien familial. Camille, en tant que présidente, se consacra corps et âme à ce projet. Mathis et Anaïs, en tant qu'ambassadeurs, utilisèrent leur notoriété pour sensibiliser le public et collecter des fonds. La fondation ouvrit des centres d'accueil dans plusieurs villes de France. Paris, Lyon, Marseille et bien sûr Clerval. Ces centres offraient un toit, de la nourriture, des soins médicaux et un soutien psychologique aux femmes et aux enfants dans le besoin. Camille, se souvenant de ses propres épreuves, veillait personnellement à ce que chaque personne accueillie se sente aimée et respectée. « Personne ne devrait vivre ce que j'ai vécu », disait-elle souvent. Les centres étaient chaleureux, décorés avec soin, et le personnel était formé pour offrir un soutien bienveillant. Un jour, une jeune femme nommée Sophie Leclerc arriva au centre de Clerval, enceinte et désespérée.
Elle avait été chassée de chez elle par sa famille, tout comme Élodie autrefois. Camille l'accueillit avec tendresse, lui offrant une chambre, de la nourriture et surtout une oreille attentive. « Tu n'es pas seule, Sophie. Nous sommes là pour toi. » Sophie, les larmes aux yeux, murmura « Merci. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans vous. » Quelques mois plus tard, Sophie donna naissance à une petite fille qu'elle nomma Camille, en hommage à celle qui l'avait sauvée. La Fondation organisa également des galas de charité où Matisse et Anaïs se produisaient gratuitement. Ces événements attiraient des milliers de personnes et les fonds collectés permettaient de financer les centres et d'aider encore plus de familles. Lors d'un gala à Paris, Matisse prit la parole devant une salle comble. Notre mère, Camille Rousseau, nous a appris que l'amour n'a pas de frontières, que la famille n'est pas définie par le sang, mais par le cœur. Nous voulons partager cet amour avec le monde. Les applaudissements furent assourdissants. Anaïs ajouta « Chaque don que vous faites aujourd'hui change une vie. Merci de croire en notre mission. » Les médias saluèrent l'initiative de la Fondation. Des articles élogieux parurent dans Le Monde, Le Figaro et même à l'international. Camille, Matisse et Anaïs devinrent des symboles d'espoir et de résilience. Mais pour Camille, le plus important n'était pas la reconnaissance, mais de savoir qu'elle aidait d'autres femmes et enfants à ne pas vivre ce qu'elle avait vécu. Élodie serait fière, pensait-elle souvent, en regardant la photo de son amie qu'elle gardait toujours avec elle. La fondation Élodie devint rapidement une référence en France. Des partenariats furent établis avec des entreprises, des célébrités et même le gouvernement. Des programmes éducatifs furent mis en place pour aider les jeunes mères à terminer leurs études et à trouver un emploi. Des ateliers de parentalité furent organisés, offrant des conseils et un soutien aux familles. Camille, Matisse et Anaïs avaient transformé leur douleur en une force pour le bien. Leur histoire, autrefois marquée par le rejet et la souffrance, était devenue une source d'inspiration pour des milliers de personnes. Un jour, Lily Durand, la bénévole qui avait sauvé Camille à l'hôpital, vint la voir. « Madame Rousseau, je suis si fière de vous. Vous avez transformé votre vie, et maintenant, vous transformez celle des autres. » Camille la serra dans ses bras. « Merci, Lily. Sans toi, je ne serais pas là aujourd'hui. » Lily sourit. « C'était mon devoir, mais c'est vous qui avez fait le reste. » Camille, le cœur rempli de gratitude, savait que sa mission n'était pas terminée. Il y avait encore tant de personnes à aider, tant de vies à changer, et elle était prête à continuer, avec Matisse et Anaïs à ses côtés. Les années passèrent, et la fondation Élodie continua de prospérer. Camille, désormais âgée, avait trouvé une paix intérieure qu'elle n'aurait jamais cru possible. Matisse et Anaïs, toujours au sommet de leur carrière, n'oubliaient jamais leurs racines. Ils revenaient régulièrement à Clerval, visitant les centres de la Fondation, rencontrant les bénéficiaires et partageant leur histoire. Leur musique, toujours empreinte d'émotion et de sincérité, touchait des millions de personnes à travers le monde. Leurs concerts étaient des événements où l'amour et l'espoir étaient célébrés. Un jour, Camille reçut une lettre. Elle venait de Sophie Leclerc, la jeune femme qu'elle avait aidée des années auparavant. « Chère Camille, je voulais vous remercier encore une fois pour tout ce que vous avez fait pour moi. Ma fille, Camille, a maintenant 10 ans. Elle est brillante, joyeuse et pleine de vie. Grâce à vous, j'ai pu terminer mes études et trouver un bon emploi. Je suis maintenant assistante sociale et j'aide d'autres femmes comme vous m'avez aidé. Vous avez changé ma vie et celle de ma fille. Merci du fond du cœur. » Camille, les larmes aux yeux, serra la lettre contre son cœur. C'était pour des moments comme celui-ci qu'elle se battait. Un soir, alors que Camille se promenait dans le jardin de son manoir, Matisse et Anaïs la rejoignirent. Ils s'assirent tous les trois sur un banc, contemplant le coucher de soleil. « Maman, nous avons quelque chose à te dire », commença Matisse. Camille les regarda, intriguée. Anaïs prit la parole. « Nous avons décidé de créer un prix annuel, le prix Camille Rousseau, pour récompenser les personnes qui, comme toi, ont fait preuve d'un amour et d'un sacrifice extraordinaire pour aider les autres. » Camille, bouleversée, secoua la tête. « Mais mes enfants,
je ne mérite pas un tel honneur. » Camille, les larmes coulant sur ses joues, les serra dans ses bras. « Je suis si fier de vous. Vous êtes devenus des personnes extraordinaires. » Anaïs sourit. « C'est grâce à toi, maman. » Le premier prix Camille Rousseau fut décerné lors d'un gala somptueux à Paris. Le lauréat était un homme nommé Pierre Dubois, qui avait consacré sa vie à aider les sans-abri. Camille, émue, lui remit le prix sous les applaudissements de la foule. Les années continuèrent de passer, et Camille, entourée de l'amour de Mathis et Anaïs, vécut une vieillesse heureuse et paisible. Elle passait ses journées à lire, à jardiner et à recevoir les visites des bénéficiaires de la Fondation qui venaient lui raconter leurs histoires de réussite. Chaque histoire était une victoire, une preuve que l'amour et le sacrifice pouvaient changer le monde. Un jour, Camille tomba malade. Mathis et Anaïs, inquiets, restèrent à ses côtés jour et nuit. « Maman, tiens bon !» suppliait Anaïs. Camille, faible mais souriante, leur prit les mains. « Mes enfants, je suis heureuse. J'ai vécu une vie pleine d'amour. Je n'ai aucun regret. » Mathis, les larmes aux yeux, murmura. « Maman, tu ne peux pas nous quitter. » Camille sourit. « Je serai toujours avec vous, dans vos cœurs. Continuez à faire le bien. Continuez à aimer. » Quelques jours plus tard, Camille s'éteignit paisiblement, entourée de Mathis et Anaïs. Ses funérailles furent grandioses. Des milliers de personnes vinrent lui rendre hommage. Mathis et Anaïs, bien que dévastés, trouvèrent la force de continuer son œuvre. La fondation Élodie continua de prospérer, portée par l'héritage de Camille. Mathis et Anaïs, fidèles à sa mémoire, continuèrent de chanter, d'aider et d'inspirer. Leur histoire, celle d'une femme pauvre qui avait élevé seule 2 enfants abandonnés et qui avait été récompensée par leur amour et leur succès, devint une légende. Une légende qui rappelait au monde que la vraie famille n'est pas celle du sang, mais celle du cœur, et que l'amour, le sacrifice et la compassion sont les plus grandes richesses que l'on puisse posséder. Cette histoire nous rappelle que la véritable famille n'est pas toujours celle du sang, mais celle du cœur. Camille n'a pas choisi Mathis et Anaïs. Elle leur a été imposée par la vie, par une promesse, et pourtant, elle les a aimés plus que quiconque. Quand tout le monde les rejetait, elle a tenu bon, seule contre tous. Son courage, sa fidélité et son amour désintéressé ont transformé des enfants abandonnés en des adultes épanouis, capables de lui rendre au centuple ce qu'elle leur avait donné. La morale est simple. Ce qui construit une famille, ce n'est ni la richesse ni les liens de sang, mais l'amour, la loyauté et la capacité de se sacrifier pour ceux qu'on aime. Et tôt ou tard, le bien qu'on sème finit toujours par nous revenir.